Bon, faut que je vous dise, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que, en fait, je me suis rendu compte au bout d'un quart d'heure que ça ne tournait pas. Donc, je vais devoir réenregistrer tout ce que j'avais dit depuis le début. C'est pas grave. Comment allez-vous ? Moi ? Eh ben, écoutez, à l'heure où je tourne cette vidéo, il reste 3 jours avant la sortie du deuxième tome de Mardas. Et mon stress actuellement est 10 fois plus fort que les 5 dernières minutes avant de monter sur scène. Autant vous dire que j'ai envie de décéder, hein, mais avec le sourire, parce que je suis content quand même, faut pas déconner. Bon, je me suis pas foutu de vous cette année, j'ai quand même sorti plein de vidéos avant d'arriver à la FAQ annuelle, pas comme l'année dernière, hein, où là pour le coup je vous ai complètement arnaqué. Du coup, je peux me permettre de sortir cette FAQ maintenant, surtout que la prochaine vidéo sera, vous vous en doutez je pense, consacrée à la sortie du tome 2. On fera un bilan de tout ce qui s'est passé durant ces 2 années d'écriture, on reviendra vraiment sur tout, ça va être incroyable. Je vous avais demandé de me poser vos questions sous ce post Instagram, et cette fois, j'ai pris toutes les questions. Déjà parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, et aussi parce que moi je suis un fou dans ma tête, je réponds à tout. Non, c'est surtout parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors, on commence tout de suite avec le grand, le beau, le fort Mélianor, que je salue bien sûr. Mélianor qui demande, est-ce qu'il y aura une pop Mardas ? Alors, j'aimerais bien, mais ça coûte cher quand même, ces conneries, faut pas déconner. Pas de pop Mardas. Par contre, bon là c'est surtout un délire perso, mais j'essaye de me constituer en fait le set complet de personnages de la saga. Bon là c'est juste une boîte, hein. D'ailleurs on notera la qualité de cette boîte, bon elle est un peu défoncée sur les bords quand même, et du coup j'essaye en fait d'avoir le set complet de personnages en Lego. Et j'ai déjà quelques personnages d'ailleurs comme le personnage de Kirana qui est là avec son petit sac à bandoulière et sa petite fiole, le personnage de Greenwalk avec sa pierre de vac et sa bouteille d'alcool. J'ai aussi le personnage de Mardas, mais je suis un peu moins satisfait parce que c'est vraiment un des personnages les plus compliqués à faire en Lego. Mais mine de rien, ça passe quand même, hein. On a le masque, on a la cape, on a les flammes. J'ai aussi l'épée, aussi l'accessoire, l'épée qui traîne quelque part dans la boîte. J'ai aussi le personnage de Serka avec sa boule d'eau. J'ai le personnage du général Aralion. J'ai Madel. J'ai Dregan aussi qui est là. J'en ai d'autres aussi, mais voilà, je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a, clairement, ils sont nuls. Enfin, les Lego sont nuls en tout cas. Mais le rendu est pas dégueu. D'ailleurs, c'est la première fois que je vous les montre en vidéo, alors que ça fait des mois que je les ai. Ça fait même 1 an que je les ai la plupart. Et depuis le début, j'ai envie de faire des vidéos avec. J'ai envie de faire un petit peu du stop motion, des petites animations et tout. Ça peut être marrant. Je sais pas pourquoi je le fais pas. Ah oui, c'est parce que j'ai la flemme. Sinon, question chiante du mec qui te fait déjà bosser la suite. Sur la suite, tu as des idées sur la trame du tome 3 ou pas encore ? Pour la trame du tome 3, j'ai commencé à travailler dessus cet été et aujourd'hui je sais exactement où je vais pour ce tome, je sais comment ça commence et surtout je sais comment ça finit. L'écriture commencera sans doute pendant les fêtes de fin d'année, on verra bien, si ça se trouve ça commencera un petit peu avant ou après, j'en sais rien, de toute façon vous en battez les couilles. Tout ce que je peux dire c'est que d'ici 1 mois ou 2, je vous dévoilerai sûrement le titre de ce prochain opus. Voilà, je devrais même pas vous dire dans 1 mois ou 2 parce que si ça se trouve ça sera dans 6 mois. Donc j'ai la malédiction en fait des projets qui ne se font jamais dès que je les annonce. Donc partez dans l'optique que je vous le dévoilerai dans 1 an. Voilà, comme ça, y a pas de problème. Lucille, salut. Salut. Si tu pouvais adapter ton roman sur grand écran, à quel réalisateur confierais-tu Le Seigneur de Feu ? Avec ton regard avisé par-dessus son épaule, évidemment. J'en ai aucune putain d'idée. C'est comme la question sur les acteurs que je verrai dans tel rôle ou quoi. J'y ai jamais réfléchi en vrai. Alors pour les acteurs, personne, je pense. Je pense que j'aimerais de nouvelles têtes. Et pour le réalisateur, en vrai, tout ce que je demanderais, ce serait une bonne réalisation, quoi. Une bonne adaptation avec des choix artistiques intelligents. J'aimerais confier ça à quelqu'un qui sait composer ses images, qui sait travailler la lumière et qui surtout a le sens de la mise en scène. Parce que dans le bouquin, même si ça se voit pas, même si c'est pas flagrant, je fais beaucoup de mises en scène qui sont censées faire passer un message visuellement. Alors je sais que le concept est chelou dit comme ça, parce que c'est du texte, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être un regard, un vêtement, une lumière, une ombre, et je sais qu'il y a très très peu de gens qui vont les relever ou y penser. Mais moi j'aime bien travailler cet aspect visuel, même si c'est du texte. Au fond, ça reste quand même des images qui vont se créer dans notre tête, donc quelque part, ça reste du visuel en quelque sorte, donc j'aime bien jouer avec ça, voilà.
Nuit d'encre, quelle scène ou chapitre a été le plus drôle à écrire pour toi dans Mardas, et du coup laquelle a été la plus chiante? Tout est dans le tome 2. Je dis pas ça pour que vous l'achetiez, hein. Non, quand même, j'en suis pas réduit à ça. Mais en y repensant, là, j'ai quand même passé de bons moments, de très bons moments sur certaines scènes, surtout avec celle du personnage de Greenwalk. Et pour les plus chiantes, en vrai je peux pas les dire parce que sinon c'est du spoil. Mais dans le tome 2, il y en a certaines où j'ai ramé du cul pour les finir. Et c'est ça que j'aime bien en fait, parce qu'au début la scène tu la détestes parce que tu arrives pas à la faire, t'es en galère. Et puis quand tu l'as finie, t'es tellement content d'avoir réussi à la ficeler que ça devient ta scène préférée. Donc j'en ai plein comme ça dans le tome 2, ouais. Best Draven. Netflix te propose 100 000 € pour adapter la saga Mardas en série, mais d'avance tu sais qu'ils vont changer le titre en La Grande Vadrouille de Mardas. Moi je proposerais Mardas à Saint-Tropez, ou Mardas fait du ski, ou Qu'est-ce que Mardas a fait au bon Dieu par exemple. Est-ce que tu signes? Plus sérieusement, serais-tu prêt à céder tes droits pour une adaptation télévisuelle en prenant le risque qu'il puisse dénaturer ton œuvre? Alors, déjà 100 000 € pour céder les droits d'une licence qui sera adaptée cinématographiquement, autant les céder gratuitement à ce prix-là. 100 000 €, c'est rien dans cet univers, c'est des miettes quoi. Après, sans parler pognon, est-ce que je céderai les droits? Mardas est à la base une œuvre que j'ai pensée pour être visuelle. Tout est fait pour que ce soit crédible sur un écran. Que ce soit un film, une série, une web-série, un court-métrage, ce que tu veux, n'importe quoi. Mais je signerai pas au premier venu, ça c'est sûr. Pas parce que j'ai un ego surdimensionné, que je me sens plus pissé et que je veux surtout pas confier ça aux petits réalisateurs. Non, pas du tout, je m'en branle de ça. C'est surtout une question de respect pour mon travail. J'aimerais confier ce projet à des gens qui sont passionnés. Pas par ma saga, mais par leur métier en fait, par ce qu'ils font. Je veux confier ça à des vrais artistes qui connaissent leur métier. Mais bon, ça reste quand même du fantasme, faut pas déconner. Il y a quand même peu de chances que ça arrive. Après, il y a des projets qui peuvent se faire visuellement autres que le film ou quoi. Hein. C'est ça pour le coup, oui, j'en ai déjà annoncé quelques-uns. Et il y en aura sûrement d'autres, voilà. Victoire, est-ce que ça t'arrive d'avoir une méga idée de génie en pleine nuit quand t'es dans un demi-sommeil comateux et que tu sais que soit tu te lèves pour l'écrire, soit tu oublies l'idée, mais le lendemain tu te souviens que t'avais eu un coup de génie sans te souvenir de quoi et tu t'en mords les doigts? Ça m'arrive d'en avoir avant de m'endormir, mais jamais en pleine nuit. En vrai, c'est assez marrant d'ailleurs, je ne rêve jamais de ma saga. C'est jamais arrivé que je rêve de Mardas, d'un personnage, jamais. Et même si c'était le cas, je ne me lèverai pas en pleine nuit pour ça. En fait, j'ai la chance d'avoir une bonne mémoire. Du coup, quand j'ai une idée avant de m'endormir, je sais que je m'en souviendrai le lendemain. Voire même plusieurs jours après. Donc ça n'a jamais vraiment été un souci pour moi. Quand j'ai une idée avant de m'endormir, le lendemain je m'en souviens encore, et ensuite je la couche sur papier, et voilà. Donc ça c'est bien. Et puis de toute façon, j'ai trop la flemme de me lever. Sortir du lit, allumer la lumière et noter l'idée, vraiment, c'est la même flemme que quand tu viens de t'installer et que tu dois te relever pour aller éteindre la lumière. Giga flemme. Du coup, je préfère faire travailler ma mémoire pour ça. les vraies techniques de feignant. Mathias, est-ce que tu comptes écrire autre chose que du Mardas plus tard, ou tu préfères explorer ton univers à fond, quitte à en faire le projet de ta vie? Alors, je vous le dis tout de suite, j'en ai encore pour 10 ans avec la saga Mardas, j'en ai clairement pas fini avec cet univers, et c'est clairement le projet de ma vie. Je veux vraiment que mon nom soit rattaché à cette œuvre. Que c'est ce projet qu'on retienne de moi. Il y a des auteurs, ils écrivent 15 000 bouquins en une année, t'arrives pas à les rattacher à une œuvre précise, ils écrivent de la fantasy, après de la romance, après de la science-fiction, après ils reviennent sur la fantasy, bref, c'est un peu le bordel, tu sais pas trop ce qu'ils font, et moi j'ai pas envie d'avoir cette image-là. Après, c'est aussi un piège de s'enfermer dans une œuvre précise, j'en ai conscience. Mais pour le coup, moi, ça ne me dérange pas. Comme je l'ai déjà dit, je suis pas écrivain au sens large du terme. Écrire pour écrire, ça m'intéresse pas. Je suis l'auteur de Mardas et rien d'autre. Pour l'instant, en tout cas. Livre-Vor, est-ce qu'il y a un lieu que tu préfères dans Mardas? J'hésite entre deux lieux. La ville de Odonor, où se passe toute l'intrigue du tome 1, et le village de Nerdorok, qui est au centre de l'arc narratif de Greenwalk, dans le tome 2.
Je pense que je vais dire Nerd Rock, parce que Greenwalk. Voilà, c'est un argument suffisant pour moi. Émilie, comment as-tu travaillé la structure de ta saga ? Est-ce que tu as une méthode de prédilection, voyage du héros, save the cat, flocon de neige, etc. etc. J'ai aucune méthode de prédilection particulière. En fait, je voulais un peu aller à l'encontre du schéma narratif traditionnel. J'utilise les codes du scénario, comme le setup payoff, le foreshadowing, tout ça, mais j'applique pas une template déjà préconçue de scénario. Déjà, le voyage du héros, je supporte plus ce schéma, j'en peux plus, même si j'en reprends quelques codes. Ce concept est beaucoup trop présent dans la fiction, et c'est pas parce qu'on l'applique que ça marche forcément. Il y a beaucoup d'œuvres qui se cassent la gueule avec ce schéma parce qu'il y a des auteurs de romans ou de films qui pensent que c'est facile, tout ça parce qu'ils connaissent par cœur Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux, alors qu'en vrai ils maîtrisent que dalle. Non, puis au bout d'un moment t'as l'impression de voir 15 000 fois la même œuvre, c'est bon quoi. Du coup pour Mardas, j'ai voulu faire un peu l'inverse du schéma du héros en partant direct avec un authentique méchant. Parce que là, pour le coup, l'évolution du personnage n'est pas du tout traitée de la même manière. Et je trouvais ça beaucoup plus intéressant à travailler sur la longueur. Pas seulement sur un seul roman, mais sur l'entièreté de la saga. Samia, j'ai une question un peu spéciale. Est-ce que tu pourrais balancer des musiques qui t'ont inspiré certaines scènes ou à écouter en lisant certains passages de Mardas ? Alors, ne bougez pas, je reviens. Cet album. Il m'a accompagné durant toute l'écriture du tome 2 et franchement, il a tellement bien fait son taf que je l'ai acheté en vinyle, pour vous dire à quel point j'aime vraiment cet album. Kyrie Walt, que je salue et que j'embrasse. Lequel des tomes te fait le plus peur d'écrire, en termes de complexité ? Le deuxième tome m'a beaucoup fait peur, en vrai. Je suis pas devin, tu vois, je peux pas exactement te dire si les autres romans seront autant complexes que le 2, mais celui-là, il m'a vraiment fait peur, ouais. Le troisième tome sera plus léger normalement, et un peu moins sombre, donc j'appréhende pas trop son écriture. En revanche, le dernier tome de la saga, ouais, je t'avoue que là, ouais, il me fait peur aussi, plus que le 2, parce que c'est censé être la conclusion de tous les tomes, et de tous les arcs, de tout. Et même si je sais comment ça se finit globalement, si tu veux, je sais que je vais en baver pour amener tout ça à cette fin-là. Donc ouais, le dernier tome, ouais, j'ai pas hâte d'y être. Enfin si, en vrai, si, j'ai hâte, mais j'ai très peur aussi. Read Fantasy Dream. Si tu pouvais avoir un pouvoir, style télépathe, style télékinésie, voler, maîtrise du feu, etc., lequel tu choisirais et pourquoi ? Être invisible. Direct. C'est vraiment le pouvoir que je prendrais, quoi. Être invisible. Être capable de me faufiler dans des endroits interdits au public, pouvoir voyager à l'œil, écouter des conversations top secrètes, qu'on arrête de m'aborder dans la rue pour me demander des clopes ou de l'argent. Non, je ne dirais pas les cabines d'essayage. Portail auto-édition. Des conseils pour des auteurs qui n'osent pas se lancer dans l'auto-édition ? Formez-vous à tous les métiers liés à l'édition. Voilà. Au moins pour les bases. Au moins pour avoir des connaissances autres que Amazon KDP. Parce que même si c'est Amazon qui va mettre en vente votre roman, c'est pas lui qui va vous déclencher des ventes. C'est vous. Ne croyez pas que l'auto-édition c'est juste un envoi de PDF et hop, on attend l'argent. Pas du tout. Faut se démener et donner le meilleur de soi-même pour gagner ses lecteurs. Si vous êtes du genre à être feignant et à pas vouloir faire d'efforts, allez en maison d'édition. Et même là, j'ai envie de dire, la maison d'édition, ça fait pas tout non plus. Ils attendent aussi beaucoup de vous. Si vous voulez espérer en vivre et faire de ça votre métier principal, alors va falloir faire plus que simplement écrire et publier ses romans. Beaucoup n'arrivent pas à l'accepter d'ailleurs, mais c'est comme ça. C'est pas ce que vous écrivez qui va vous rapporter à manger pour le mois. Dans l'univers de la vente, on s'en branle total du produit. Tout réside dans la démarche, dans la stratégie de vente et des méthodes pour le mettre en avant. Je sais que c'est horrible ce que je dis pour les auteurs, mais c'est pas moi qui fais les règles, et ça veut pas dire que vous devez écrire de la merde, encore une fois, ne déformez pas mes propos. Mais il faut bien différencier l'auteur qui écrit son œuvre et qui met toute son âme dedans, et l'éditeur qui lui est là pour que ce soit rentable, et qui doit penser aux meilleurs moyens pour avoir des lecteurs et gagner de l'argent. Et porter les deux casquettes, parfois c'est pas facile, mais c'est ça l'auto-édition. Cyril, salut Mickaël, quelles sont tes influences littéraires ? Littéraires, j'en ai pas beaucoup. En vrai, je suis pas un gros lecteur de base, donc je vais pas me vanter d'avoir une énorme culture littéraire. Ma principale influence littéraire, c'est l'écrivain David Gemmell, que j'adore et qui m'a énormément appris et qui a été mon mentor dans l'écriture. C'est grâce à lui que j'ai pu trouver mon style, par exemple. Si vous connaissez pas et que vous aimez la fantasy, je vous le recommande vraiment.
je vous recommande ces romans, ils sont très bien. Alors je suis désolé si j'écorche ton nom, vraiment, excuse-moi, t'as le droit de m'appeler Michel pour le coup si tu veux. Schilo. Salut Michael, comment as-tu trouvé l'inspiration pour écrire plus de 600 pages d'aventure et à la fois humoristique et passionnante? C'est pas facile pour tous les auteurs. Bah merci à toi, en tout cas, ça me fait super plaisir. Bah écoute, je ne compte pas les pages en vrai, hein. Je me dis pas ce tome doit faire tant de pages, je vais dans mon délire, j'y vais à fond, et puis ensuite je vois les dégâts. Le tome 2 est un gros morceau parce que c'est un des tomes les plus importants de la saga, car il met en place des choses déterminantes pour la suite, et puis on suit pas mal de personnages aussi, ça faut pas l'oublier, ça joue aussi, hein, faut le dire. Je pense que le 3 sera plus court. Enfin, plus court, tout est relatif bien sûr. Mais pour répondre, en gros, je laisse parler la création, c'est tout. Aurélien, salut Michael ou Michel, on sait plus trop. Toi du coup, je ne vais pas répondre à ta question. Je la passe. Avec lequel de tes personnages te sens-tu le plus proche? Que se passerait-il si Greenwalk, pardon si j'écorche le prénom, je n'ai pas encore lu ton roman. Non, c'est bon, c'est nickel, c'est ça, c'est Greenwalk. Que se passerait-il si Greenwalk écrivait Mardas? En fait, comme chaque personnage possède une partie de ma personnalité, du coup je me sens un peu proche de tout le monde. Ils ont tous une part de moi, c'est des putains d'Horcrux mes persos en fait. Non mais en vrai, tous les persos principaux. Et si Greenwalk écrivait Mardas, déjà je pense que ça ressemblerait à ça, puisqu'il sait pas écrire, mais je pense surtout que la littérature se suiciderait si jamais il s'y mettait. Et pour terminer, Victoire Art, avec quel personnage as-tu le plus d'affinité? Donc ça j'ai déjà répondu. Sinon, est-ce que tu t'es inspiré d'éléments réels pour ton roman, type lieu et personnages, etc. Alors si c'est le cas, c'est complètement inconscient. Je crois que c'est arrivé une fois de sûr où pour créer un personnage, je suis parti d'une personne célèbre qui a existé et dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. Mais à part ça, je saurais pas te dire en vrai. C'est possible que certaines choses fassent écho à notre monde réel, hein, mais dans la mesure du possible, en vrai, j'évite de m'inspirer de notre monde, principalement parce que je le trouve pas du tout inspirant, justement. Eh bah écoutez, merci à tous, hein, vous qui avez gentiment posé vos questions, merci. Rendez-vous l'année suivante pour la prochaine FAQ sur la chaîne, merci à celles et ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de contenu, il y a plein de choses qui se passent en coulisses et qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous. Des bisous, ciao!